C'est le souffle des Highlands, une vibration qui fait palpiter le cœur des Écossais. Depuis des siècles, la cornemuse accompagne chaque événement du quotidien et il n'existe pas une cérémonie digne de ce nom sans son cornemuseur. On dit que ça porte chance. C'est un son qui transperce l'âme, parce que traditionnellement, on en jouait dans les batailles. L'instrument galvanisait les soldats. Je me sens fier d'en entendre au match de foot ou de rugby. Ça donne la pêche, ça donne envie de chanter, ça donne de l'élan avant le match. Originaires de la culture gaélique d'Irlande, les premières cornemuses auraient vu le jour en Écosse au Moyen-Âge, dans un climat d'affrontement mêlé d'espoir. Dans les Highlands, se façonne au fil des siècles et des luttes pour l'indépendance de ces hautes terres, un instrument d'une puissance inégalée. Reconnaissable à ses 3 bourdons, la grande cornemuse des Highlands est inextricablement liée à l'identité écossaise, au point d'être un temps considérée comme une menace par les autorités britanniques. Paradoxalement, c'est un peu grâce à cet ennemi anglais que la cornemuse s'est imposée comme un instrument national à l'origine d'un hymne aujourd'hui reconnaissable entre tous. « 700 ans avant que résonnent ces notes, c'est un autre air qui voit le jour sur un champ de bataille. Début du XIVe siècle, le royaume est en pleine guerre d'indépendance. 6 mois après l'exécution du héros nationaliste écossais William Wallace, Robert de Bruce reprend le combat. Il se fait couronner nouveau roi d'Écosse et mène ses troupes sur la colline de Bannockburn où se joue en 1314 le destin du pays en devenir. C'est un site de commémoration très particulier ici, parce que nous sommes sur le lieu d'une des batailles les plus importantes de l'histoire d'Écosse, où les patriotes, sous la bannière du roi Robert the Bruce, roi des Écossais, ont gagné le combat contre les Anglais. Et l'Écosse a gagné son indépendance et s'est libérée du joug anglais. Non seulement cette bataille a changé le cours de l'histoire écossaise en forgeant son indépendance, mais elle a aussi mené à la déclaration d'Arbroath, qui était à l'époque la première déclaration d'indépendance au monde. Ce n'est en vérité ni pour la gloire, ni pour la richesse, ni pour l'honneur que nous nous battons, mais pour la liberté, pour elle seule, à laquelle nul honnête homme ne renonce qu'avec sa propre vie. C'est l'une des phrases les plus importantes de la déclaration. Elle me va droit au cœur, me touche l'âme. C'est très fort de lire ça, très émouvant. Cela représente tellement. Il y a un air très célèbre inspiré de cette bataille, qui se nomme Scots Way. D'ailleurs, quand on apprend à jouer de la cornemuse, c'est le premier morceau qu'on nous enseigne. Quand ils apprennent cet air, tous les garçons et les filles découvrent en même temps leur histoire. Ainsi, ils la connaissent. À la musique, s'ajouteront quelques siècles plus tard des paroles inspirées du discours que Robert de Bruce avait prononcé pour galvaniser ses hommes. Écossais en qui coule le sang de Wallace. Écossais que Bruce a si souvent mené. Accepte de mourir ou de vaincre. Le jour et l'heure sont maintenant venus. Vois ici-bas la ligne de front et regarde les troupes du fier Édouard venues t'asservir. De tous les instruments de la planète, c'est sans doute l'un des plus difficiles à jouer. Il faut faire 4 choses à la fois. Et en tant qu'homme, le multitâche n'est pas notre point fort. Vous soufflez, respirez, vous pressez le sac et vous jouez en même temps. Là, vous avez le bourdon basse. Et là, ce sont les 2 bourdons ténors. Je vais souffler dans le sac.
Maintenant, je vais souffler dans le chalumeau. Faites attention à vous. C'est là que le son est vraiment puissant. Grâce à ce son strident, la cornemuse peut être entendue jusqu'à 15 km. Dans un pays où des clans descendants des premières tribus se disputent le territoire, chaque chef se doit d'avoir son propre sonneur. Il colporte les faits d'armes, mais surtout, il accompagne les hommes au combat. L'instrument est dès lors l'attribut indissociable des Highlanders. Au milieu du XVIIIe siècle, la cornemuse se retrouve ainsi en première ligne lorsque l'Écosse tente à nouveau de s'imposer face aux Anglais. C'est l'époque des révoltes jacobites. Ces clans de Highlanders se battent contre les tuniques rouges britanniques dans l'espoir de revoir sur le trône un roi écossais de la dynastie des Stuarts. Dans toutes les rébellions jacobites, la cornemuse était utilisée comme instrument de guerre. Elle servait à galvaniser les clans jacobites, ces guerriers écossais, et semer la terreur chez l'ennemi, afin de frapper en plein cœur les tuniques rouges britanniques. Mais les forces sont déséquilibrées. Une bataille décisive change à jamais le sort des Écossais et de la cornemuse. Culloden, à quelques kilomètres de la capitale des Highlands, Inverness. En 1746, la lutte est perdue, la défaite amère et les Jacobites anéantis. Les conséquences sont désastreuses pour tout un pan de la culture écossaise. Le gouvernement britannique voyait la culture gaélique comme une menace, parce qu'elle était d'une telle puissance. C'était l'identité des Écossais, et surtout des Highlanders, des clans. Elle représentait la liberté absolue. Et ce que les Anglais voulaient faire, c'était éradiquer toute trace de cette culture, de ce peuple. Ils voulaient les chasser du territoire comme de la vermine. C'est pourquoi ils ont promulgué la loi de la prohibition. Ils ont interdit la cornemuse, le kilt, la langue gaélique, le système clanique, le droit de porter les armes, tout ce qui est aujourd'hui la quintessence des Écossais. Ironie de l'histoire, c'est au sein de l'armée britannique que la nouvelle partition de la Grande Cornemuse des Highlands va s'écrire. Fin du XVIIIe siècle, l'Angleterre s'engage dans d'importants conflits. Elle a besoin d'hommes. Certains de ces Highlanders, ces valeureux guerriers, sont enrôlés. Ils combattent notamment contre la redoutable armée napoléonienne. Ils sont bien sûr toujours accompagnés de leurs instruments. L'arrivée de la reine Victoria au pouvoir entérine le statut de la cornemuse au sein des régiments. À partir de 1850, 5 sonneurs viennent gonfler les rangs des soldats. C'est la naissance des pipe bands, où les cornemuseurs mènent les tambours. Au bord du fleuve Clyde, à Dumbarton, se déroule chaque année un championnat pour élire le meilleur des pipe bands d'Écosse. Dans l'armée, les signaux étaient traditionnellement donnés par les tambours. Tous les saluts se faisaient au tambour, et ils étaient aussi utilisés pour la transmission de messages. Mais la reine Victoria adorait la cornemuse. Elle a visité Balmoral, elle a passé beaucoup de temps là-bas, dans le nord de l'Écosse, et elle adorait cet instrument. Et je pense que c'était donc pour elle une façon de dire « Je veux voir les cornemuses devant les tambours ». La grande cornemuse des Highlands est désormais de toutes les guerres de l'Empire britannique. Elle sonne depuis les tranchées de la Somme, aux plages du débarquement, jusqu'à la guerre des Malouines dans les années 1980. Peu à peu, la cornemuse s'émancipe du cercle militaire et s'invite dans le quotidien des Écossais. Le premier groupe de sonneurs civils, le Pipe Band de la police de Strathclyde, voit le jour en 1883 dans la banlieue de Glasgow. Toujours en activité aujourd'hui, il est le groupe le plus récompensé de tous les temps, avec 20 victoires au championnat du monde. Quand les gens quittaient leur carrière militaire, ils se retrouvaient dans les villes, les villages, ils se rencontraient et se disaient « Tiens, si on montait un groupe ?» Moi, j'ai eu un groupe pendant 53 ans qui était constitué au départ d'ex-mineurs. Mon père, lui, faisait partie d'un groupe d'une compagnie ferroviaire. Et, croyez-le ou non, j'avais 13 ans quand ils ont été invités pour une tournée en France. Alors moi, j'ai dit « Je veux venir avec toi, papa ». Voilà comment j'ai commencé.
Beaucoup de communautés ont leur propre groupe. La compétition de Dumbarton est l'étape ultime avant les grands championnats du monde de Glasgow. Plus de 100 pipe bands foulent les pelouses ce jour-là. Un prix spécial est dédié à l'ordre et à la discipline, héritage de la fonction militaire première de l'instrument. Il y a 4 juges. 2 écoutent la cornemuse, un autre écoute les tambours. Et il y en a un 4e appelé le juge d'ensemble qui écoute l'harmonie globale. Chacun donne sa note et son classement au groupe. Le son de la cornemuse imprègne aujourd'hui tous les genres, tous les milieux et toutes les générations. Et les jeunes sonneurs sont légion. Ils représentent près de la moitié des cornemuseurs du pays. La cornemuse des Highlands, au même titre que le kilt, est devenue l'étendard de l'identité écossaise. À quelques kilomètres de Dumbarton, le long du fleuve Clyde, Glasgow est la capitale culturelle de l'Écosse. Certaines semaines, il peut y avoir jusqu'à 120 événements musicaux. Depuis le milieu des années 1990, elle abrite un centre entièrement consacré à l'enseignement de la cornemuse et même un musée. Là, ce sont les salles de cours où il y a les professeurs. Là, vous avez des cabines individuelles insonorisées où chacun peut pratiquer de son côté. L'instrument que vous voyez dans le fond est une cornemuse qui aurait été jouée à la bataille de Culloden en 1746. Les étudiants viennent ici en licence de musique, option cornemuse. Il y a aussi des centaines d'étudiants qui viennent juste pour pratiquer l'instrument comme un hobby. Pour moi, la cornemuse n'a jamais été aussi vivante et la culture qui entoure l'instrument aussi importante. C'est vraiment une période très excitante pour nous. Depuis une trentaine d'années, la cornemuse bénéficie du regain d'intérêt pour tout ce qui concerne les Highlands à travers la littérature, les films et les séries. Mais surtout, elle accompagne les velléités d'indépendance d'un pays qui cherche toujours sa place face à son puissant voisin. J'aime jouer de la cornemuse dans ces conditions, parce que pour moi, c'est exactement comme ça que ça devait être dans le passé de mon pays, quand les gens jouaient lors de célébrations. Jouer aujourd'hui dans un pub, dans cette atmosphère où les gens peuvent se rassembler, c'est la renaissance d'une culture. C'est incroyable pour moi de vivre ça. Nous avons surmonté les interdictions, l'impérialisme anglais, et nous nous sommes retrouvés. Ce son coule dans nos veines, il est enraciné en nous.